Vous êtes le directeur général de Metrokin. Vous entreprenez un projet de modernisation du réseau ferroviaire à Kinshasa. Voudriez-vous commencer par nous parler de vos partenaires? Oui, comme vous avez dit, je suis le directeur général. Nous avons cette grâce et la responsabilité de conduire ces projets. Metrokin, société anonyme avec conseil d'administration, c'est une SPV, ça veut dire une société de projet. Et Metrokin a comme partenaire l'ONATRA, Office national des transports, la ville de Kinshasa et Transconnexion Congo. Là, ce sont des partenaires qui ont commencé, qui ont créé Metrokin. Et comment est venue l'idée en fait? L'idée de Metrokin vient de Transconnexion Congo, qui est une société de droit congolais, société privée, qui avait émis le vœu d'améliorer le transport urbain ferroviaire dans la ville de Kinshasa. Et Transconnexion Congo avait contacté le NATRA, à l'époque SCTP, et la ville de Kinshasa. Avec ces deux entités, la Transconnexion Congo avait signé des protocoles qui lui exigeaient de faire des études, ça veut dire diligenter des études de faisabilité technique et financière, et ensuite trouver des financements. Et après, chose faite, et Transconnexion Congo a fait des études de faisabilité technique avec l'appui de beaucoup de partenaires à travers le monde. Et au finish, nous avons créé la Metrokin pour implémenter ces projets, pour construire et exploiter. Voilà. Oui, comme vous avez parlé, ou du moins vous avez soulevé la question de financement, dites-nous d'abord quel est le coût de ces projets, comment sera-t-il financé, et puis est-ce que ce financement est déjà disponible? Le projet dans son ensemble, c'est un projet qui s'étale sur 4 phases. Dans toutes les phases réunies, c'est autour de 2 milliards quelque chose. Dans sa première phase, le projet coûtera 550 à 600 millions de dollars. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les financements, nous pouvons dormir tranquillement parce que le projet a un lead financier et un lead développeur. Un lead financier, ça veut dire celui-là qui prend la charge de réunir le financement et de faire ce qu'on appelle la syndication. Il va syndiquer, il va réunir tout le grand de ce monde, il va réunir tous les financiers pour aller ensemble. Vous le savez bien, dans ce genre de projet, il est toujours souhaité ou préféré, ou préférable de ne pas aller seul en tant que financier pour minimiser le risque et le coût. Donc, nous avons signé un contrat de Joint Venture Development et de lead financier avec AFC, Africa Finance Corporation, qui est parmi le meilleur, ou sinon l'unique ou la première grande institution qui finance les infrastructures dans notre continent. L'AFC aujourd'hui a un chiffre d'affaires de plus ou moins 12 à 14 milliards de dollars. Et en dehors de l'AFC, nous avons aussi d'autres partenaires financiers qui ont émis le vœu ou qui souhaiteraient ou qui sont déterminés à aller avec nous. Vous avez par exemple la BAD dans sa branche privée qu'on appelle l'Africa 50. La BAD vient avec nous. Vous avez la TDB, la Third Development Bank. Vous avez un grand nombre d'institutions financières qui viennent. Donc, en ce qui concerne les financements, il ne se pose pas un problème parce que les financiers viennent quand? Comme vous le savez, les banques ne viennent jamais au début. Ils viennent quand vous aurez réussi. Ça veut dire qu'il fallait d'abord faire les développements. Et l'AFC, l'arrivée de l'AFC a permis à ce que nous puissions développer le projet. Ça veut dire que le projet atteint sa maturité. Et après cette maturation, il y a maintenant une clôture financière qui s'annonce dans les jours à venir. Et ce qui est encore important, en ce qui concerne les financements, nous avons le pouvoir de... Nous avons aujourd'hui l'honneur d'en parler, c'est le génie congolais. Ça veut dire quoi? La structuration financière se présente de la manière suivante. Le montant du projet est subdivisé en deux. Vous avez 30% comme fonds propres et 70% comme dette. Ça veut dire que vous ne venez pas seulement nous endetter, vous ne venez pas seulement nous financer, vous venez aussi vous mouiller le maillot. Ça veut dire vous apporter une partie qui va constituer un fonds propre. Donc vous devenez membre de Metrokin. En anglais, on dira vous devenez shareholder. Donc vous devenez actionnaire de Metrokin. C'est ça la structuration que nous avions envisagée pour ces projets. Et nous devons aussi souligner qu'on ne pouvait pas arriver à ces financements sans l'appui du gouvernement de la République. Ça veut dire que le gouvernement de la République a pris en charge une bonne partie du développement. Ça veut dire, dans ce genre de projet, il revient à l'État de mettre à la disposition du projet les emprises libérées.
L'emprise, ça veut dire là où le tracé, en ce qui concerne la première phase par exemple, c'est là où les rails vont passer. C'est ce qu'on appelle l'emprise. Et l'État congolais a mis des moyens pour qu'il a pris en charge les indemnisations, il a pris en charge les études d'impact environnemental, parce que pour déplacer, pour libérer les emprises, on ne le fait pas par un bâton magique. C'est les conséquences d'une étude qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et qui amène comme résultat le PCR, ça veut dire les plans complets de réinsertion. C'est là où vous parlez de déplacement, c'est là où vous parlez des indemnisations, et c'est l'État congolais qui a pris ça en charge. Donc aujourd'hui, pour répondre brièvement à votre question, le financement ne se pose plus comme problème. Alors, revenons un peu sur cette question que vous venez d'évoquer, la question d'indemnisation. D'une manière concrète, quel est le montant exact prévu pour l'indemnisation et aussi préciser un peu quels sont les quartiers qui sont concernés par... si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de gens qui ont construit sur les rails. Oui. Ce sont vraiment des quartiers. Alors, quels sont ces quartiers-là? Lorsque vous allez déplacer ou délocaliser ces gens-là, où est-ce qu'ils vont aller? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je parlerai d'abord du quartier. Nous partons dans la première phase de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili. C'est ça le tracé de la première phase. Et de la gare centrale jusqu'à la 12e rue, c'est le terrain appartenant à l'ONATRA. Et là, vous avez des cités qui ont vu le jour dedans, hein, les cités fantômes, si je peux appeler ça comme ça, parce que, Dieu merci, ils n'ont pas construit en dur. Hein, c'est des cabanes, et ainsi de suite. Vous avez Pakadjouma, vous avez Kawele, et vous avez un marché qui se trouve dans la gare de la 12e rue. Okay. Donc là, c'est d'abord le premier lot de personnes à déplacer. Et puis, ensuite, vous avez de la 12e rue jusqu'à l'aéroport. C'était un tracé existant. Et le tracé était une seule voie. Et maintenant, nous passons en double voie. Ça veut dire qu'il y a une négociation avec le riverain pour qu'il puisse reculer. Okay. Et on a eu des accords de principe. Les études d'impact environnemental a pris 2 ans. Ça veut dire que nous avons pris 2 ans pour négocier et recenser avec ces gens-là. Une des particularités des indemnisations, c'est que, de la procédure d'indemnisation, c'est que les comités de libération des emprises, constitués sur base d'un arrêté pris par le gouverneur de la ville de Kinshasa, et dans ces comités, vous avez le représentant de personnes impactées par le projet. Vous avez la société civile, vous avez le BCECO, le Bureau central de coordination, vous avez l'ONATRA, vous avez la ville de Kinshasa, vous avez les communes concernées et vous avez la société civile, y compris la police nationale. Donc vous comprenez. Donc les riverains eux-mêmes font partie aussi de ces comités-là. Ça veut dire qu'on ne le fait pas de force, on fait ça d'une manière consensuelle, d'une manière concertée et ils ont pris part pendant les 2 ans des négociations. Ça, c'était votre première question en ce qui concerne le quartier concerné. Deuxième volet de votre question, c'était le montant. Avec beaucoup de respect, je vous ferai grâce du montant parce que c'est tellement sensible. Sinon, nous allons voir demain, les gens vont quitter Kinshasa, Mongafoula pour aller habiter le lit des rails pour se faire indemniser. C'est un sujet qui demande beaucoup de professionnalisme et qui demande beaucoup de patience et de professionnalisme, comme je disais tantôt. Ça demande à ce que ça soit fait avec beaucoup de précautions. Et les personnes qui sont privilégiées ici, c'est d'abord pas la société, c'est d'abord pas le projet, mais les personnes impactées par le projet. Donc, avec le respect pour ces gens-là aussi, je prierai de ne pas vous donner les montants. Alors, parlons des travaux eux-mêmes. Les travaux étaient initialement, ou du moins le début des travaux était initialement prévu pour le mois de mars passé. Ça fait déjà environ 3 mois, plus de 2 mois, environ 3 mois. À quand maintenant le début et la fin des travaux? Je commencerai par vous dire qu'un projet reste dynamique. Et un projet, c'est un processus. Et un projet, au fur et à mesure que vous avancez, vous rencontrez des difficultés et vous êtes appelé à faire face à ces difficultés-là. Notamment, avant que nous commencions le premier pioche, nous devions d'abord libérer les emprises. Libérer l'emprise implique les débuts
de l'opération des indemnisations. Nous avons connu un léger retard qui est d'ailleurs profitable aux personnes impactées. Et à chaque fois, les personnes impactées changeaient des positions. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé par demander la construction de maisons. Ils ont dit non, nous voulons de maisons pour partir. Nous avons mis en place un terrain et nous avions déterminé le montant pour la construction. Ça veut dire le PCR, on connaît le montant de ces PCR-là, le coût. Et on veut lancer la construction de maisons. Ils changent. Parce qu'ils ont des représentants, ils ont un comité qui le représente. Ils disent non, nous ne voulons plus de maisons, nous voulons de l'argent. Pourquoi? Parce qu'au départ, on ne croyait pas à ce projet. Maintenant, nous nous rendons compte que le projet va se réaliser et nous voulons prendre l'argent et partir. Pour commencer, en termes de droits, ce sont des occupations illégales. Mais ici, nous parlons du social, nous disons que ces gens-là sont chez eux. Et il faut négocier avec eux pour qu'ils partent. Alors, nous devons réaliser leurs vœux. Comme ils veulent de l'argent, et ça nous a maintenant pris du temps pour commencer à renégocier et mettre la somme à la disposition. Et là, nous félicitons, et d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, je suis fier d'être congolais parce que l'État congolais a mis des moyens et bientôt l'opération d'indemnisation va commencer. Ils vont prendre de l'argent et ils vont partir. Oui, là c'est l'opération d'indemnisation, c'est l'opération d'indemnisation et... Avec la procédure votée par le riverain. Ça veut dire, ensemble, la société civile, le BCECO, l'hôtel de ville, nous avons mis en place une procédure d'indemnisation qui commence par l'identification, la négociation, la signature du contrat de compensation et puis le délai pour que cette personne quitte. Voilà. Donc c'est fait avec le respect de la personne humaine et avec le respect de nos textes légaux. Voilà. Tout en sachant qu'ils sont logés illégalement sur un terrain appartenant au chemin de fer. Voilà. Alors, une question de curiosité, M. Eric Onepungu. Onepunga. Merci. Sorry. Voilà. M. Eric Onepunga. Voilà, oui. Alors, les métros fonctionnent à base d'électricité. La République démocratique du Congo, c'est un pays où on n'est jamais sûr d'avoir de l'électricité toute la journée. Kinshasa, la capitale, à Kinshasa, la capitale, c'est d'ailleurs pur. Qu'est-ce que vous avez prévu? Laissez-moi d'abord nous rappeler que dans cette partie de notre continent, ça veut dire l'Afrique centrale, je dirais même dans l'Afrique, la RDC a un barrage qui s'appelle Inga. Et Inga seul peut fournir de l'électricité à une bonne partie du monde, pour ne pas parler seulement de l'Afrique. Oui, mais les Congolais, ou la majorité des Congolais n'ont pas accès à ces courants aujourd'hui. Ça, c'est notre paire des manches. Mais parler de l'électricité, de son existence en RDC, eh bien, il ne se poserait pas problème. OK? Alors, pour répondre à votre question, nous sommes en pourparlers avec la SNEL. Bientôt, il y aura même un protocole qui sera signé entre nous et la SNEL. Et la SNEL va garantir, va mettre à notre disposition la capacité voulue pour la première phase. Et au-delà de ça, nous avons pris aussi des alternatives. Aujourd'hui, nous allons recevoir une délégation qui nous vient de Schengen pour la construction d'une centrale à biomasse. Savez-vous que la ville de Kinshasa produit journalièrement 10 000 à 12 000 tonnes de déchets. Et dans ces tonnes de déchets, vous avez au moins 40% de déchets organiques. Ce qui fait qu'avec ça, on peut produire de l'électricité. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et voilà, il faut commencer quelque part. Nous ne devons pas toujours critiquer, nous devons aussi apporter des idées. Et voilà, donc il y a la SNEL, il y a les alternatives que nous avons prévues aussi. Et aussi, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on peut équilibrer la consommation. Nous pouvons mettre le panneau solaire pour l'utilisation de nos gares, ça veut dire la lumière, dans nos bureaux, ainsi de suite. Et puis, pour le chemin de fer, ça veut dire pour le railway, pour le train, on peut utiliser l'hydro, que la SNEL est capable de. Nous allons construire une sous-station avec une ligne dédiée spécialement pour le projet, et notre sous-station va directement servir nos partenaires. On sait que le projet va... Vous savez, dans le transport, on ne peut jamais manquer de l'électricité.
Parce qu'il faut qu'il y ait une pérennité, il faut qu'il y ait un confort, il faut qu'il y ait une sécurité, il faut qu'il y ait la rapidité. Donc, on ne peut pas se permettre, une fois, que le train s'arrête au milieu de la route. Voilà. Je vous vois vraiment optimiste. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce projet? Pour plusieurs raisons. D'abord, je suis le fils d'un ancien ferroviaire. Le chemin de fer dans ma famille, c'est une histoire de famille. Le grand frère de mon papa fut DGA de l'ONATRA. Mon père fut chef des gares à l'ONATRA. Et moi, j'ai grandi au bord du rail. Donc, ça c'est un. Et des deux, vous savez, la difficulté que nous avons, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et quand je revenais chaque fois pour rendre visite à la famille, je me rendais compte combien c'était difficile de partir de l'aéroport pour le centre-ville. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, aujourd'hui nous sommes dans une période, dans une époque où chaque pays en Afrique est en train de créer ses champions nationaux. Vous comprenez? Donc les gens ont compris que le développement les développements, c'est les privés. C'est les privés qui doivent développer le pays, le continent. Pour parler de l'Afrique, vous parlez de pays, pour parler de la RDC. Et l'État vient pour accompagner. Aujourd'hui, par exemple, on ne parlerait pas du développement du Mali ou de la Guinée sans un monsieur comme M. Samba Batili. On ne parlerait pas du développement ou du financement du Nigeria sans parler de monsieur comme Dangote. On ne parlerait pas de l'Égypte, on ne parlerait pas du développement de l'Égypte sans de personnes comme M. Saouris, qui a créé Orascom, qui ne cesse aujourd'hui d'acheter la majorité des entreprises BTP dans le monde. Donc, pourquoi ces projets? C'est parce que nous voulons apporter un plus dans notre développement. Et même c'est la vision du chef de l'État. Quand il dit nous voulons créer 35 milliardaires ou millionnaires. Mais c'est comme ça. Il faut que l'État nous accompagne et il faut que les entrepreneurs, le privé, mettent la main dans la pâte. Donc, nous avons quitté nos zones de confort et nous sommes venus pour améliorer. D'abord, je suis quinois, je suis né ici. Et je ne le fais pas seulement parce que je suis fils d'un ancien ferroviaire ou parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'on veut gagner de l'argent. Non, je suis rentré à l'école. Nous avons une maîtrise en économie des transports. Donc, nous sommes préparés pour ça. Pourquoi ces projets? Parce que le développement commence par le transport. Quand vous allez produire, quand vous allez vous déplacer, vous devez vous déplacer pour aller vers les centres de production, vers le centre de consommation, pour aller au travail, pour aller dans nos écoles, pour aller dans nos occupations. Il nous faut un mode de transport. Et Kinshasa mérite bien. Laissez-moi nous rappeler une chose. Après l'indépendance, nous avions 72 km de rail dans cette ville. Et aujourd'hui, c'est zéro. Et qui doit s'y mettre si ce n'est pas un Quinois, si ce n'est pas un Congolais? Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand nous allons à travers le monde pour développer ces projets, nous sommes aidés par des champions africains. Je vous ai cité le nom de Samba Batili. Il nous a pris à la main comme ça, il nous a amenés en Côte d'Ivoire pour rencontrer la BAD, pour rencontrer l'Africa 50. Vous comprenez? Donc il a utilisé sa notoriété en tant que fils africain, parce qu'il a réussi un peu partout. Vous comprenez? Et c'est ce que nous voulons faire nous aussi. Pourquoi ces projets? Parce que ce projet sera moteur du développement. Pourquoi ces projets? Parce que ce projet sera le début de confiance pour le retour de la RDC dans le monde de financement. Si aujourd'hui vous avez Alstom, si aujourd'hui vous avez l'Africa 50, si aujourd'hui vous avez le lead financier qui est l'AFC, c'est parce que les jeunes Congolais se sont mis au travail. Ils ont conçu ce projet et ils y travaillent, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'État nous a suivis. Et l'État nous accompagne. Et l'État nous donne des avantages, de faveurs, de l'accompagnement. C'est ça même la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous disons ces projets, c'est la vision du chef de l'État. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Mais avant de nous séparer, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous vous attendiez, mais que je ne vous ai pas posée? Est-ce que c'est du réel? Est-ce que ce projet est réel? Alors, je vous la retourne. Vous savez, un projet, ce n'est pas une pensée. Un projet, c'est d'abord les études. Si nous avions amené Italfer, chemin de fer italien, si nous avions amené Technital, si nous avions amené BCG, un bureau marocain, si nous avions amené Orascom, Orascom, c'est la société qui a construit le métro de Caire, s'il vous plaît. Et si nous avions amené tous ces géants-là, et aujourd'hui, il y a des études validées
Ça veut dire qu'il y a du sérieux. Et après les étapes des études, nous avons le financement. Vous avez l'AFC, parce que c'est sérieux. Si aujourd'hui, nous avions accompagné le chef de l'État en France, lors de sa dernière visite, avec le forum économique France-RDC, eh bien, nous avons pu signer un protocole d'accord avec l'AFC et Alstom. Alstom, c'est qui? C'est le géant mondial de la fabrication de trains. Si dans ce monde, il y a eu 10 projets de trains, Alstom en a fourni 8. Vous comprenez? Donc, si les Kinois peuvent revenir sur eux-mêmes, je sais que le rêve nous a quittés depuis un temps, mais nous devons rêver. Et ce n'est pas interdit de rêver. Mais nous devons travailler pour que nos rêves deviennent une réalité. Ces projets, c'est une réalité. Au quotidien, nous gérons 94 personnes. Nous avons une police ferroviaire formée. Nous avons des ingénieurs, des topographes, nous avons des architectes, nous avons des informaticiens. Nous gérons 94 personnes au quotidien. Ils ne viennent pas là parce qu'ils viennent passer leur temps. Non. Nous avons 3 départements techniques, ça veut dire voies et génie, travaux. Nous avons le département signalisation et courant électrique. Nous avons le département traction matérielle. C'est des gens qui ont 35 ans de ferroviaire. Nous avons fait venir un géant, qui est une société française, qui est notre assistance et maîtrise d'ouvrage. Et c'est la société qui a construit la première ligne de TGV Paris-Bordeaux. Et c'est la société qui a construit, qui a travaillé à Addis Abeba pour le train urbain d'Addis Abeba, au Gabon, au Cameroun, un peu partout dans le monde. Même le métro de Dubaï. Alors, si ces projets réunissent les géants de ce monde, si ces projets réunissent les financiers de ce monde, qu'est-ce qui est de plus réel que nous voulons encore, que nous cherchons encore? Nous savons et nous comprenons. Le besoin est tellement immense. Et le besoin en mobilité dans cette ville tourne autour de 47%. Ça veut dire pour une ville qui a une population de 17 millions d'habitants, plus ou moins 8 millions doivent se déplacer. Vous comprenez? Et le système en place ne répond même pas à satisfaire, n'arrive pas à satisfaire 2 millions de personnes. Donc, nous comprenons. Mais cela n'exclut pas que c'est réel, ce projet. Et plus que le jour passe, plus que le temps passe, ça devient une seconde nature pour nous. Moi, je dirais, nous dormons presque sur le rail. Presque sur le rail. Et nous voulons ici saisir l'occasion pour dire merci au gouvernement de la République. Pour dire merci à l'autorité urbaine, le gouvernement provincial. Pour dire merci aux géants africains, aux champions africains. Parce que nous sommes à l'époque de la création de champions africains. Et ces champions africains nous ont accompagnés. Je ne peux pas clore cette émission sans dire merci à M. Samba Batili, sans dire merci au gouverneur de la ville de Kinshasa, sans dire merci à mes collègues, à tous les agents de Métrokin, qui ne cessent de fournir des sacrifices, de consentir des sacrifices chaque jour. Et aussi, le premier partenaire sont nos familles, qui nous manquent. Et nous mettons 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures de travail chaque jour. Et quand nous rentrons à la maison, nous sommes fatigués, nous n'arrivons même pas des fois à assurer nos devoirs de parents, de mères, de pères. Et voilà, donc, au Kinois, nous dirons que c'est du réel. 2 ans et demi après aujourd'hui, venez, prenez-nous à mot, vous allez monter dans ce train. Et le Congo est aujourd'hui sur le point de revenir dans le concert des nations avec une vision. Et pour développer un pays, il faut la vision. Et la vision est là aujourd'hui. Et cette vision doit être maintenant portée. Voilà pourquoi nous appelons Métrokin la folie de la foi. Là, vous êtes en train de parler à un fou. À un fou, parce que je ne vois pas qu'est-ce que peut stopper ce projet aujourd'hui. Notre limite, c'est nos pensées. Et nous allons au-delà de nos pensées. Voilà, si nous pouvons conclure ça comme ça. Eric Onepunga Yongo. Eric Onepunga Yongo. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Métrokin. Par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté de recevoir la DTBL. Vous êtes invité. Venez quand vous voulez et apportez-nous aussi vos critiques. Parce que celui qui vous critique, il devient votre mentor. Il devient un exemple pour vous et vous vous mettez et vous améliorez. Voilà.